au tennis, y compris chez les professionnels, il y a seulement un point sur 5, voire un point sur 4 grand max, qui est gagné par un coup gagnant. Le reste, c'est de la faute de l'adversaire. Et à force de regarder des highlights et uniquement des highlights, et ben, on peut finir par se construire l'image mentale que le tennis, c'est une majorité de coups gagnants. Alors que justement, si on regarde les highlights, ils montrent aussi les fins de tie-break, les fins de jeu, les fins de set. 9 fois sur 10, c'est une faute de l'adversaire. Une question que je me suis posée récemment et qu'on peut peut-être essayer de se poser. On dit toujours, j'aimerais jouer en match comme à l'entraînement. Ok, pourquoi on n'essaierait pas de jouer à l'entraînement comme en match? Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Beyond the Court. Aujourd'hui, je reçois Romain de la chaîne Tennis Tempête. Romain, si vous ne le connaissez pas, traite majoritairement de deux piliers du tennis, que sont la tactique et le mental. Donc naturellement, nous avons abordé ces deux sujets et répondu à quelques questions comme comment gérer la frustration en match, qu'est-ce qui rend le tennis si exigeant, et comment analyser ses rencontres pour progresser dans son jeu. Si vous souhaitez approfondir ces deux thématiques que sont donc la tactique et le mental, je vous invite à aller sur sa chaîne voir ce qu'il fait. Donc c'est Tennis Tempête. Je mettrai les liens en description, ne vous inquiétez pas. Petit instant réclame, si vous appréciez en apprendre plus sur les dessous du tennis, son économie, son histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à la partager autour de vous. C'est tout simplement ce qui m'aide le plus à faire grandir ce projet qu'est Beyond the Court. Je m'arrête ici pour cette interlude réclame et vous souhaite un excellent épisode. Alors salut Romain, comment vas-tu? Ouais. Ça va et toi? Écoute, ça va très bien. Pour ceux qui ne te connaissent pas, tu as une chaîne YouTube, Tennis Tempête, C'est où ça. tu, contrairement à la majorité des chaînes YouTube sur le tennis, tu ne parles pas de technique. Mais toi, tu te parles d'autres, 2 autres piliers du tennis qui sont la tactique et le mental. Donc, est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur ce que tu fais sur ta chaîne YouTube donc? Ouais, bien sûr. Donc comme tu l'as dit, je parle pas de technique parce que déjà, je considère qu'il y a suffisamment de chaînes qui en parlent et qui en parlent très bien. Et je me sens pas légitime d'en parler. J'ai un tout petit niveau, j'ai jamais passé de BE, donc je suis pas diplômé d'État. Par contre, j'ai une formation en préparation mentale du sportif et je suis extrêmement intéressé par tout ce qui est domaine tactique. Heu, Mon but du jeu, moi, c'est d'apprendre à décrypter, ce qui se passe dans votre tête et dans la tête de l'adversaire pendant le match pour en profiter à votre avantage. OK, OK. Donc juste pour rappel, le BE, donc c'est le diplôme que l'on passe à partir de 15-2, c'est ça? OK, OK. Et donc toi, donc tu te concentres sur l'aspect tactique et mental. Donc tu as parlé donc du certificat que tu as passé. Concrètement, ça correspond à quoi ce certificat sur le mental? Correspond alors il y a pas de diplôme correspondant, c'est juste j'ai passé une formation et j'ai une certification qui atteste que j'ai suivi de cette formation jusqu'au bout. Mais c'est une formation dans laquelle on a pu parler des différents outils de la préparation mentale. Donc là, notamment, l'outil le plus connu, ça reste les routines de performance, histoire d'ancrer sa performance dans son jeu. Mmh. Tout ce qui permet de se conditionner, se mettre dans les meilleures conditions pour développer le meilleur de son jeu. D'accord, donc ça peut être avant la rencontre, mais aussi pendant la rencontre. Si je prends par exemple, Nadal, qui Ouais, a tous ces petits ce qu'on appelle ces TOC, on peut c'est les ça. assimiler à ces fameuses routines pour se mettre dans les meilleures conditions Mmh, de jeu? c'est exactement ça. C'est-à-dire que ces tocs qui, chez lui, sont poussés à l'extrême, Mmh. ça le conditionne à commencer le point toujours dans les meilleures conditions. Il sait exactement ce qu'il doit faire, comment il doit le faire et on peut être sûr que si on lui demandait juste avant de servir, il saurait où il a envie d'envoyer la balle et quelles sont les 2 prochaines frappes qu'il veut faire. On peut en être certain. Donc l'idée de la préparation mentale, c'est justement ça, c'est se conditionner avant le match pour rentrer sur le terrain avec un mental de gagnant, ne pas forcément avoir peur, ne pas être frustré même si on a fait des mauvais résultats avant ou un mauvais entraînement. C'est aussi sur le terrain, du coup, apprendre à se calmer, et à être au meilleur de son hygiène mentale, je vais dire, heu, point après point. OK, donc c'est vraiment se mettre dans, ouais, dans les meilleures conditions possibles à travers ces fameuses routines, quoi. Ouais, c'est ça. OK, OK. Et donc toi, concrètement, tu sur ta chaîne, tu fais quel type de vidéo pour, mettre ça en avant?
Je vais avoir deux formats différents. J'ai soit les formats, je vais dire théoriques, où Mhm. je prends un sujet que je développe face caméra, bah, dans le même setup, avec des illustrations sur ce côté-là, pour, euh, pour prendre le temps de développer complètement un sujet. Et je vais avoir aussi des analyses de matchs. Donc, je me filme sur mes matchs d'entraînement, mais surtout mes matchs officiels, puisque c'est le plus important à décrypter. C'est là où il peut y avoir le plus de pression à ressentir. Et à partir de ces matchs, je les débrief et je les décrypte. Et j'en tire 3 points améliorés, 3 points qui allaient pour le match le suivant. Ok, ok. Donc, en fait, à chaque fois, c'est un peu essai-erreur. Tu vois ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné, et tu essayes de t'améliorer en faisant des analyses d'après-match, quoi. Tout à fait. Et dans ce Quasiment cas-là, comme hmm, un professionnel. C'est vrai que peut-être qu'au niveau amateur, on a tendance plus à jouer son match et ensuite à pas faire forcément un travail de rétrospectif sur cette fameuse rencontre, quoi. c'est ça. On passe souvent à autre chose, ce qui limite une partie de la progression qu'on pourrait tous faire, puisque ça ne nous demande pas grand-chose. Mhm. Moi, je le fais avec une caméra et des feuilles Excel pour calculer les stats derrière, pour savoir si j'ai plus ou moins réussi mes coups droits que le match précédent. Pas me baser que sur du ressenti, mais aussi sur de l'objectif. Ouais, donc tu Mais chiffres, en fait, tu essaies de chiffrer ce ressenti et tu essaies de voir si ce fameux ressenti est vrai dans les faits, quoi. c'est ça. Ok. C'est-à-dire qu'on va souvent se baser sur du ressenti pendant les matchs, et c'est normal. Mhm. Dire, tiens, aujourd'hui, je sens rien, ou j'ai pas l'impression d'arriver à faire ce que je veux. Alors que parfois, les chiffres peuvent te dire le contraire. C'est-à-dire que t'as pas de sensation au coup droit, et pourtant, c'est comme ça que tu as gagné une majorité de tes points. Ouais. Il peut y avoir ce fameux décalage entre le ressenti et la réalité, quoi. Donc, c'est ça. Mais Ok. après, même si on n'a pas ce côté objectif, même si on n'a pas ces stats derrière, ne serait-ce que faire un retour sur ce qu'on a ressenti pendant le match, et même ne serait-ce que faire une fiche aussi de son adversaire. Il était tel classement, il était droitier, gaucher, avec tel style de jeu. Et ben, je sais que si je le re-rencontre, et ben, j'aurai de quoi faire contre lui. Et dès le départ, au début du match. Ok, ok. Sachant qu'en plus, bah, en fonction des régions, des fois, il y a plus ou moins de joueurs. Peut être amené à rencontrer plusieurs fois la même personne au cours même d'une saison ou au cours même sur 3, 4, 5 ans, quoi. C'est ça. Alors c'est quelque chose qui est assez rébarbatif au début, parce qu'on se dit, ben, j'ai une fiche ou j'ai trois fiches de joueurs, la probabilité pour que je tombe dessus, elle est quand même extrêmement faible. Mais le principe, c'est de faire ça sur la durée, et en faisant 40-50 matchs par an. Vous finissez au bout de 3 saisons avec une fiche de 150 joueurs de votre région. Mm. Oui, c'est Plus de chances de pratiquement retomber dessus. exhaustif au niveau du classement, autour de notre classement, quoi. Ouais, Donc c'est vrai que on n'a pas mentionné, mais t'es classé combien? je suis 15-2 actuellement. 15-2, ok, donc ouais, donc ça commence à jouer pour le coup. Ça Enfin bon. commence gentiment. Après, c'est comme à tout niveau. Il y a des gens qui ont un classement 15-2, mais qui jouent seconde série, et d'autres qui ont un Mm. classement 15-2, et on se demande comment ils sont montés là. Ouais, N'empêche que, bah, ils s'ils sont sont 15-2, quoi. 15-2, c'est qu'ils ont eu les points pour le faire. Donc, faut jamais négliger ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, j'ai vu que tu avais une progression assez rapide. Est-ce que cet aspect tactique et mental, par exemple, ta certification, t'a beaucoup aidé pour progresser dans les classements? Ça m'a pas mal aidé. Alors, j'avais pas encore la certification, puisque elle, je l'ai passée pendant le premier confinement, Mhm, en mars 2020. J'avais eu une grosse progression avant. J'avais dû arrêter le tennis à cause de mes premiers tafs et de mes études. J'ai ok. repris un peu où j'ai repris à 31. Donc là, j'avais eu une belle progression pour revenir à 15,5, le classement auquel j'avais pu monter avant d'arrêter. Mhm. Et par contre, j'ai continué sur cette lancée, justement grâce à ces petites fiches, à ces retours sur expérience de match, et à implémenter ce que je pensais avoir raté et réussi. J'avais pas encore cette partie objectif, mais, euh, Ok. mais, je me suis servi de ça pour progresser. Ok. Et donc, là, on a beaucoup parlé de l'aspect mental, etc. Mais tu as aussi un autre pilier du tennis que tu mets en avant, c'est la tactique. Ouais, c'est Donc, l'aspect tactique, parce que c'est un point que je trouve qu'on travaille trop peu à l'entraînement. mm, Sur des entraînements de groupe, c'est compliqué pour un prof de mettre en place des schémas tactiques. C'est souvent des schémas de jeu qu'on va répéter.
Alors qu'il y a tout un aspect de la tactique et qui est de l'adaptation à l'adversaire. Euh, Mm. à l'entraînement, on joue tout le temps contre les 3-4 mêmes. Donc on a plus travail de recherche de points forts et de points faibles qu'on devrait faire au début de chaque match. Ok, donc c'est vrai qu'au tennis, on parle très peu de tactique, mais que même que ce soit en tant que joueur, mais aussi au niveau professionnel, par exemple un commentateur, j'ai l'impression que les commentateurs, ils parlent rarement de tactique pure. Mm. Donc, qu'est-ce qu'un joueur, par exemple, a changé d'un set à l'autre pour renverser la rencontre? C'est très peu évoqué, j'ai ce sentiment-là, du moins. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un peu ce qui manque, je trouve, quand je regarde quelques matchs. Ils vont beaucoup commenter la technique ou la beauté de la frappe gagnante Mm. sans forcément prendre en compte le fait que au tennis, y compris chez les professionnels, il y a seulement un point sur cinq, voire un point sur quatre grand max, qui est gagné par un coup gagnant. Le reste, c'est de la Mm. faute de l'adversaire. Ouais, c'est vraiment un jeu d'erreur et l'objectif, bah, c'est d'en faire le moins possible ou de pousser l'adversaire à la faute en lui prenant du Et- temps, quoi. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez peu mis en avant par les journalistes aujourd'hui et les commentateurs. C'est comment je vais prendre du temps à l'autre, comment je vais l'asphyxier pour qu'il soit obligé de tenter un coup extraordinaire qu'il a très peu de chances de réussir. Si ça Ok. réussit, c'est dans les highlights, et si ça rate, ça sera nulle part, mais ça fera un point pour moi. Oui, c'est vrai que tu avais fait une vidéo, je crois que c'était intitulé Comment les highlights vous font mal jouer, quelque chose comme ça, Ouais, non? c'était ça. C'est justement dans les highlights, on va prendre un match qui a duré 1 heure et demie ou 45 minutes de temps de jeu effectif, Mm. et on va en retirer les 8 minutes de meilleurs points, sans considérer tout le reste, qui sont des points qui peuvent être pas forcément jolis, c'est pas, c'est c'est pas joli à la télé à Mm. regarder. Pourtant, c'est ça qui fait l'essentiel du match. Et à force de regarder des highlights et uniquement des highlights, et ben on peut finir par se construire l'image mentale que le tennis, c'est une majorité de coups gagnants. Mm. Alors Oui. que justement, si on regarde les highlights, ils montrent aussi les fins de tie-break, les fins de jeu, les fins de set. Mm. 9 fois sur 10, c'est une faute de l'adversaire. Effectivement, effectivement. Hormis quand les mecs ils sont dans la zone, notamment bah, Federer, Nadal, Djokovic, C'est ça. ils arrivent à sortir leur meilleur jeu au moment les plus importants. Mm. Mais ouais, donc ça a vraiment un impact sur nous, en fait, parce que quand on se retrouve sur le terrain, derrière, bah, on va se dire: «Ouais, là, je vais tenter un coup gagnant», alors qu'on n'est pas du tout en position et ça frustre parce qu'on n'arrive pas à reproduire ce qu'on voit et en fait, on se dit qu'il faut mettre des coups gagnants alors que c'est pas la base du jeu au tennis, quoi. C'est exactement ça. C'est-à-dire que on a tous l'image d'un joueur qui est pris de vitesse et qui, à bout de bras, va tenter un coup long de ligne Mmh. complètement avec le poignet déséquilibré, prêt à tomber. Ça va tomber dans le coin du fond de cour adverse. Mmh. Ça va passer le gars qui était monté à la volée, qui avait complètement dominé le point. Sauf que non, la majorité du temps, il suffit de faire un lob en fait. Ouais. Il suffit de faire un lob qui va tomber même plein centre. On est à des niveaux où les joueurs sont pas extrêmement bons de manière générale à la volée ou en smash. Un lob permet de finir sa course, reprendre son équilibre, revenir se placer, et on a encore un coup à jouer. Ce qu'on n'aurait pas eu on n'aurait pas eu ce coup à jouer si on avait tenté le long de ligne avec 9 chances sur 10 que ça tombe dehors, dans le filet ou dans le couloir. Effectivement, effectivement, ouais. Mais ça, encore une fois, bah, c'est lié à la vision du tennis qui va être erronée. Mm. Et, hem et comment toi, en match, par exemple, tu définis ton plan de jeu? Donc quand tu connais pas l'adversaire, c'est que j'imagine que tu as une phase qui serait l'échauffement, qui est primordiale pour toi, au-delà de t'échauffer musculairement et d'avoir la sensation Ouais, avec la balle. J'imagine que tu essaies d'observer attentivement ton adversaire? ouais, tout à fait. C'est-à-dire que déjà, avant de rentrer sur le court, je vais m'échauffer physiquement, Mmh. avec un peu de corde à sauter, avec un petit peu de course, un petit peu d'étirement dynamique aussi. Comme ça, le corps est chaud quand je rentre sur le terrain. J'ai plus que la raquette à régler. Et l'échauffement, c'est pour moi 20% de moi et 80% de lui. 20%, sur les 20%, je me concentre sur mes sensations, sur ma frappe, sur mon relâchement. Par OK. contre, les 80 autres pourcents, c'est de l'observation. C'est OK. sans vouloir pourrir l'adversaire dès le départ, mais je vais essayer de le déplacer un petit peu, voir est-ce qu'il y va ou est-ce qu'il y va pas.
je vais faire une balle haute, une balle courte, du revers, du coup droit. Et une chose très simple pour repérer le coup fort de l'adversaire, quand vous lui envoyez la balle, envoyez-lui la balle directement sur lui, voir de quel côté il se décale. Effectivement, ouais. C'est bête, mais ça permet déjà de repérer les points forts et points faibles de l'adversaire. Ensuite, on regarde aussi où est-ce qu'il passe le plus de temps. S'il vient à la volée, pour s'échauffer, est-ce qu'il fait, 3-4 volées puis il repart vite derrière? Ou est-ce qu'il y passe un moment parce qu'il se sent bien, parce qu'il a envie? Est-ce qu'il sait qu'il va monter à la volée, plus tard dans le match? Pareil sur les services. Est-ce qu'il propose tout le temps le même effet? Est-ce qu'il propose tout le temps les mêmes zones? Donc je me sers de cet échauffement pour commencer à me faire une carte de personnage de mon adversaire. Je l'adapte sur les 3 premiers jeux, puisqu'on joue différemment à l'échauffement et en match. Il va Mhm. mettre plus d'intensité. Et après, à partir de 2-3 jeux, j'ai un plan de jeu que je vais essayer de dérouler, que j'adapterai si ça fonctionne pas, mais que je vais tenter d'appliquer sur 4-5 jeux suivants. Ah, c'est vrai que c'est important ce que tu mentionnes là, de dire qu'il y a quand même une différence entre l'échauffement et les premiers points du match, les premiers jeux. On se connaît tous un peu les joueurs qui vont par exemple taper leur verre à l'échauffement, qui vont en fait que faire des chips en match, quoi. Tout Donc à ça, c'est fait. le genre de choses qui peut arriver. Et donc, faut pas non plus rester que focalisé sur ce qu'on a vu à l'échauffement. Donc, Ouais, c'est ça. ouais. Que, Après, à l'échauffement, on n'a pas encore la pression du score. mm, On peut avoir la pression de l'adversaire parce qu'on a vu son palmarès, il est en pleine réussite, mais, et après finalement se libérer. Mais à l'échauffement, on peut être complètement relâché, puis dès que le point commence, être tendu, jouer petit bras, pas arriver à pousser la balle plus loin que le carré de service. Donc il y a un petit temps d'adaptation à faire entre l'échauffement et le début du match. ok, ok. Et toi, généralement, ton plan de jeu va vraiment toujours s'adapter à ton adversaire ou tu vas vouloir mettre en avant quand même tes points forts et l'adapter de manière vraiment à la marge sur ton adversaire, ton jeu. C'est un peu une combinaison des 2. Ok. Hem, il faut que je prenne en compte mes points forts et mes faiblesses du moment, par rapport à mon adversaire. C'est-à-dire que, sur la fin de l'année dernière, en début de saison, j'ai eu une tendinite au coude qui m'envoyait une grosse douleur quand je faisais un revers. Mhm. D'autant plus j'ai un revers à une main, donc ma main gauche vient pas m'aider. Donc mon plan de jeu au départ, c'était, contourner un maximum mon revers, orienter le jeu sur la diagonale coup droit et après je prends en compte l'adversaire pour savoir si j'essaie de déplacer le jeu avec mon coup droit ou s'il va falloir que je cours, coup droit revers. Est-ce qu'il faut que je tienne l'échange en fond de cours ou au contraire que je me précipite au filet pour mettre de la pression? Ça dépend de l'adversaire que j'ai en face de Ah, surtout que c'est enfin les montées au filet au niveau amateur. Après à 15-2, j'ai l'impression que ça monte plus au filet, mais c'est pas quelque chose qu'on voit énormément à petit niveau ou sinon c'est souvent très mal fait. Alors, en fait, c'est un jeu qui n'a rien à voir. Enfin, taper une volée de coup droit, une volée de revers, on a souvent tendance à se dire: «Ouais, ça semble facile» ou «Pourquoi il a raté?» alors qu'en moi. fait, c'est extrêmement compliqué de taper une bonne volée, quoi. Tout à fait, il y a moins de temps pour s'adapter à la balle puisque, bah, la balle parcourt, 2 fois moins de distance par rapport au fond de Mmh. cours. Ça va souvent plus vite puisque l'adversaire, bah, veut pas vous laisser jouer comme il faut. Mmh. Donc il va essayer de t'allumer un peu. Toi, il faut orienter la raquette. Faut aussi avoir un équilibre du corps, essayer de projeter son corps vers l'avant de la même manière qu'en fond de cours. Mais juste avant Noël, j'ai joué un 15-1, 12 ans, excellent en fond de cours, mais quand il a une balle qui tombe, dans le carré de service, il se dépêche de monter, de la frapper, puis il recule. Ouais. Il est pas monté une fois au filet. La Mmh. plupart des montées, au filet en quatrième et début de troisième série, c'est des montées subies. C'est, parce que l'adversaire m'a mis des balles trop courtes, je Mmh. allez, je vais y aller, mais c'est jamais vraiment choisi. C'est jamais, je vais faire en sorte de pouvoir monter à la volée. Après, c'est tellement la technique est tellement différente, enfin, le geste raccourci, et cetera et c'est pas forcément travaillé. Donc on se dit, bah, déjà travailler la régularité, le fait de pas faire de fautes, de trouver la longueur de balle et si Tout on à se fait fait. pas un entraînement, en fait, spécifique au filet, on le Mmh, voit même au niveau professionnel où, les mecs, enfin, ils volaient moins bien qu'à l'époque. Après ils ont pas le même matériel, peut-être que c'est plus dans un sens plus compliqué maintenant, sachant que les passing shots vont plus dans les pieds et cetera et le jeu va plus ouais. vite. Mais on sent que des fois qu'ils sont un peu perdus parce qu'ils passent pas assez de temps en fait sur cette zone du terrain qu'ils ont du mal à apprivoiser au final, quoi. Alors
coup, là, je connais pas la statistique, mais ça serait intéressant de savoir combien de points sont en Mm. moyenne finis au filet par rapport aux points finis en fond de cours. C'est peut-être pas non plus une majorité des points, donc Mm. à l'entraînement, c'est peut-être pas ce qu'il faut travailler en priorité. Mm. Après, Sauf si. c'est difficile de trouver des statistiques comme ça parce que elles sont souvent gonflées artificiellement ou, enfin, à mon sens, Mhm, où un mec va faire un coup droit d'attaque, il va faire mine de monter au filet effectivement, le mec va pas remettre la balle et ça va compter comme une montée au filet des fois. Donc en fait, ça gonfle les stats. C'est aussi un peu comme, bah, au tennis, il y a les coups gagnants, les fautes directes et il y ouais, a cette fameuse zone grise des fautes provoquées mm, ou qui vont être plus ou moins gentilles ou non en fonction des tournois. Et en fait, c'est ça. un même joueur peut se retrouver avec un ratio ultra positif sur un Mm, tournoi et le tournoi d'après, en fait, sur un ratio complètement négatif, alors qu'il a fait plus ou moins le même match en réalité. En mm, fait, donc c'est des indicateurs qui n'ont pas les mêmes. C'est pas les mêmes indicateurs, en fait, donc c'est compliqué à observer et analyser entre les différents tournois, quoi. ouais. Mm. C'est un point important que tu soulèves. Moi, quand je fais mes stats de match, bah, parfois je me pose la question, est-ce que ça c'était une faute directe ou une faute provoquée? Quelque part en soi, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave. L'important, c'est de garder cette même ligne directrice. Là où toi, ça t'embête sur tes stats, c'est que justement, tu essaies de comparer un peu les joueurs sur Mhm. différents tournois, sur différentes surfaces. Et Mm. donc là, il y a besoin d'avoir les mêmes critères. Mais si ceux qui nous regardent et nous écoutent ont envie de faire leurs stats de match, ne serait-ce qu'avec des petites applis toutes simples qui tiennent le score, si vous hésitez entre faute directe et faute provoquée, c'est pas grave, prenez une décision. Ok, pour ce type de faute qui est un peu entre deux, je vais dire que c'est une faute provoquée. Et ben à partir de maintenant, tout ce cas de figure sera de la faute provoquée. Ok, ok. Ouais, tu établis des règles. Un peu au début, tu fais un peu comme tu sens. Après, tu établis des règles par empirisme Mm, et tu essaies de t'y tenir, quoi. c'est ça. Et le but, c'est d'être le plus régulier possible pour pouvoir se comparer d'un match à un autre. C'est-à-dire que Ouais. si j'ai décidé sur ce match-là que cette situation, c'était de la faute provoquée, sur les matchs suivants, il faudra que ce soit la même chose, Mm. justement pour pouvoir comparer. Et pouvoir comparer, effectivement. Sinon, bah, ça n'a pas de valeur. En fait, tes données, enfin, tu peux pas les exploiter, quoi. C'est ça, tu les fausses et puis tu te retrouves avec des comparaisons de stats qui ont un sens qu'elles ne devraient pas te donner. Oui, c'est ça, ouais. Bah, tu compares des tomates et des pommes, quoi. C'est ça. Et tu finis par dire que bah, sur ce match-là, tu as été meilleur en jouant des pommes que des Ouais, tomates. ouais. Tu as mentionné qu'il suffisait par exemple, avec un logiciel, Mhm. mais quels outils tu utilises? Déjà, bah, pour te filmer, j'imagine que c'est avec peut-être ton téléphone et un trépied, en gros? Pour me filmer, j'utilise une GoPro, Une GoPro? OK. GoPro que je fixe avec une pince dans le grillage. OK. Donc des fois ça bouge, mais ça a l'avantage de pas prendre de place sur le terrain, puisque Mmh. surtout sur des matchs officiels, quand je demande de filmer, j'essaie de me mettre à la place de l'adversaire aussi et qu'il Mmh. se sente pas gêné avec un trépied dans le dos, qu'il a peur de percuter. Donc ça, c'est une GoPro que je mets dans le grillage. Mmh. Ensuite, pour afficher les scores sur mes vidéos, j'utilise une appli de téléphone où j'enregistre en plus l'écran de mon téléphone qui s'appelle Tennis Scorekeeper. Mmh. Ça m'enregistre le score, je précise à chaque fois si c'est un service gagnant, si c'est une deuxième balle, si c'est un coup gagnant, une faute directe, une faute provoquée. Ça se Donc fait ça fait automatiquement ça ou c'est toi qui le fais manuellement? c'est moi qui saisis à chaque point pendant que je revois le match. OK. Et lui après à la fin, il me sort un petit tableau de stats, tu passé tant de premières balles, tant de deuxième, OK, tu as OK. fait tant de coups gagnants. OK, OK, donc tu as Heu, quand même ce travail-là de post-production à devoir, faire tes ouais, stats, de revoir. Et après, j'ai découvert, il y a 2 mois, le travail de Fabrice Barraud, qui est un coach suisse, et qui est expert en statistiques pour le tennis. Il a notamment travaillé avec l'équipe de Medvedev, ouais. et lui, il a sorti un petit fichier Excel qui est vraiment pas compliqué à utiliser. À chaque point, il faut préciser, coup gagnant ou faute, quel type de coup, dans quelle direction, et quelle durée du point. Entre 1 et 3 frappes, entre 5 et 7 et plus de 8 frappes, par exemple. Mmh. Je mettrai en description, les liens que tu Ouais, mentionnes, comme ça après les auditeurs pourront, s'y référer. donc tout à fait. Et ça demande un tout petit travail d'apprendre à retenir les raccourcis clavier pour noter les points au fur et à Oui, mesure. pour être rapide, quoi.
Ouais, mais pour le coup, c'est ultra intéressant. C'est encore une fois, ça ramène de l'objectivité sur le juger qu'on avait d'un match. Mm. Ah bah tiens, finalement, j'ai gagné, j'ai mis des aces, mais seulement en servant au thé. J'ai jamais mis d'ace en servant sur l'extérieur, par exemple. Ok, ok. Et t'avais lu son ouvrage, quel type de joueur êtes-vous, ou quelque chose comme ça? Je suis en train de le lire. Ok. euh, Oui, il est à côté de toi, visiblement. c'est ça. J'avais un doute, mais il est là. Hop. Ok. Je suis en train de le lire. Alors, c'est quelque chose qui se lit en jouant. C'est pas quelque chose qu'on peut lire d'une traite et essayer d'appliquer. Mhm. Euh, pour résumer rapidement, le distinguo entre six, six types de joueurs euh, qui, euh, qui va, euh, qui va décortiquer justement à l'aide de stats comment le serveur ou le puncher ou le contreur va gagner ses points. Évidemment, le serveur va gagner sur son service, mais qu'en est-il des autres coups? Est-ce qu'il est bon en majorité sur les retours, sur le fond de course, sur la volée? Euh, et ça permet énormément, quand on arrive à coller une étiquette sur son adversaire, de savoir quoi faire contre lui. C'est-à-dire que j'ai un gros serveur contre moi, ok, sauf qu'un gros serveur va, dans la majorité des cas, être mauvais en retour de service. Ça, Effectivement, ouais. c'est pas lui qui l'invente, il se base sur toutes les stats de l'ATP pour créer des profils de joueurs. Mm. D'ailleurs, ça me fait penser, Richard Gasquet a mentionné ça, et il disait Mhm, que le problème avec Medvedev, c'était justement que lui alliait les deux. Il avait le service vraiment très efficace, et à mm, la fois aussi le retour toujours long, toujours dans le terrain quasiment. Enfin, il a des stats assez élevées, je crois, en termes de retour dans le terrain, et que ouais, c'était ça qui le rendait, enfin, une des raisons pour lesquelles il était aussi compliqué à jouer, quoi. c'est ça, il est excellent sur son premier coup de raquette au service, Mm, et s'il est pas, il fera rarement des coups gagnants en retour, c'est pas son jeu. Par mm, contre, il va complètement neutraliser le service de l'adversaire mm. Effectivement, bah, et repartir sur un échange de fond de cours où lui, il est à l'aise. voilà, c'est ce que Djokovic a vraiment démocratisé avec cette génération. Il y avait Agassi aussi avant, qui aimait bien rentrer dans le cours. Pour mettre aussi des retours gagnants. Mais Djokovic, par exemple, lui, c'est toujours cette fameuse zone dans les pieds très très long au centre. Et c'est pas super impressionnant dans le sens où c'est pas un coup gagnant, mais en fait, il provoque des fautes ou une deuxième balle course, un deuxième coup de raquette très exploitable pour lui, alors qu'il est en retour et qu'il est censé être en position de défense. Il se retrouve direct en position d'attaque. Enfin, c'est Tout à quand fait. même très impressionnant. Et surtout la régularité avec laquelle il le fait, qui C'est est ça. d'autant plus impressionnante. Et ce qui ne se voit pas, encore une fois, si on revient à ce que tu nous disais sur les highlights, et qu'en fait, c'est ça le fond de son jeu, quoi. C'est ça. C'est que ça passera. C'est beaucoup moins impressionnant que le sabre de Roger. Mm, Euh, pour ceux qui connaissent pas, c'est quand il s'avance complètement à l'intérieur du court pour prendre le service adverse en demi-volée et pouvoir monter à la volée directement après. Donc le serveur qui vient à peine de retomber après son saut au service se retrouve à jouer une balle mm. complètement reculant. Ça, c'est impressionnant. Alors que les retours extrêmement longs, plein centre, c'est pas impressionnant du tout, mais qu'est-ce que c'est efficace. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, le sable, j'en ai fait une vidéo aussi parce que, bah, Ouais, effectivement, que c'est très, très impressionnant. Après, il y a aussi l'aspect mental qu'il y a derrière, je ouais, tout pense. à fait. Ce côté insécurité du serveur sur sa deuxième balle qui peut provoquer la double faute ou même s'il y a pas une double faute, c'est ce côté, bah, incertain, et insécurité encore une fois, C'est ça. qui met mal à l'aise, quoi. C'est sur la durée d'un match, ça peut se jouer, quand même, C'est au final, je pense qu'il a semblé l'arrêter quand il est revenu à partir de 2018-2019, où il en a moins fait qu'en 2015 quand il a commencé à le faire. Donc je pense qu'il a dû se dire que c'était pas si efficace que ça, quoi. Enfin, il a considéré que c'était pas si efficace, quoi. c'est peut-être pas efficace sur la durée d'un match, Mm. effectivement. Après, peut-être il a aussi moins de réflexes Mm. Ah oui, c'est vrai. qu'il y a maintenant 5-6 ans. Mais tu soulèves un point important, c'est effectivement le côté insécurité. Moins l'adversaire se sent en sécurité sur ses coups, Mm. plus il va devoir tenter des choses nouvelles et sortir de sa zone de confort où il est bien. Le Mm. but, c'est toujours de créer un doute, de créer la surprise. C'est pour ça que on vous conseille dans tous vos entraînements de varier les zones, de varier les effets, de varier les zones de frappe au service, de varier votre puissance de jeu. La variation dans votre jeu, c'est un point qui est extrêmement important que les, euh, que les pros maîtrisent énormément. Ouais.
Ouais, par exemple, un Djokovic qui est connu aussi pour être un champion du changement de direction. Mm. Il arrive très bien à déplacer l'adversaire et tout le temps, c'est très compliqué. En fait, le tennis, c'est toujours plus simple de renvoyer la balle d'où elle vient, plutôt que de la changer de direction. Donc en vrai, vraiment, bah, disons, si la fameuse diagonale croisée, Ouais, partir long ligne, bah, il y a une marge d'erreur qui est beaucoup plus fine. Et c'est qu'en fait, ça. bah, si on se rate, on tape la balle trop derrière nous, bah, la balle part dans le couloir et c'est beaucoup plus compliqué, quoi. C'est ça. Alors, changer de zone, ça peut être compliqué des fois, justement, à cause de l'orientation du corps. Mais si on se sent bien sur la diagonale, c'est complètement compréhensible. Mm. Ce qui peut être intéressant, c'est de changer de trajectoire. Envoyer une balle tendue, puis une balle bombée, puis une balle coupée. Ce qu'il faut, c'est que l'adversaire ne puisse pas s'installer dans son terrain, dans son jeu, et qu'il soit tout le temps en train de devoir s'adapter. Ok, ok. Donc, ouais, on a mentionné tout cet aspect tactique. Et j'aimerais revenir à l'aspect mental. On sait quand même le tennis, on dit souvent que ça se joue beaucoup dans la tête. Mais qu'est-ce qui, selon toi, rend le tennis aussi exigeant mentalement par rapport à d'autres sports? Euh, Tu l'as dit, le tennis, c'est un sport qu'on joue à un contre deux. Il y a moi qui joue contre l'adversaire et moi-même. Ok. Je pense que ce qui rend le tennis aussi exigeant mentalement, c'est deux choses. Un, c'est un sport individuel, donc il n'y a absolument pas le collectif pour m'aider à gérer mes émotions, à me pousser quand ça va pas ou à me réfréner quand je vais en faire Hmm. trop. Euh, et euh, et il y a le fait aussi que le tennis, c'est énormément de temps mort. Je crois que le tennis, c'est 15 ou 20% grand max de temps de jeu effectif. C'est ça, ouais. C'est 80% du temps où on ne joue pas. Et qu'est-ce qu'on fait quand on ne joue pas? Ben, on cogite. Donc, Hmm. on se met à penser à tout et à rien, hein. Ça peut être à ce qui se passe dans le cours d'à côté, à ce qui s'est passé dans le public, ou alors le coup qu'on a raté, il y a déjà deux jeux de ça. Et Effectivement, on peut même penser à ce qui se passe dans notre vie perso en tant qu'amateur. Même je pense que même les pros, ça doit leur arriver. Alors, c'est au ça. niveau amateur aussi, quand tu sors d'une journée de travail, tu as ton match à 18h, 19h, 20h, bah, tu peux être amené à penser à ça parce que tu es comme tu dis, tu as des temps morts. C'est exactement ça. Et ça peut aller loin, hein. C'est-à-dire que j'ai fini le travail, je viens à l'entraînement, enfin, je viens au match. Et à la radio, il y avait cette musique qui passe tout le temps en ce moment, qui me reste dans la tête et que je traîne pendant un set et demi. Et que je marmonne avant de servir, ou en attendant que l'autre serve. Mm. Ouais. C'est marrant parce que ça, tu vois, moi, j'ai une réponse aussi à ça, mais j'avais pas pensé à cet aspect temps mort qui nous pousse à réfléchir et qui nous amène à réfléchir. Mhm, Moi j'aurais dit aussi, après, évidemment, c'est toujours un agrégat de facteurs. bien sûr. J'aurais dit deux éléments. C'est le système de comptage de points qui est quand même Mhm, assez particulier où on se retrouve tout de suite sous pression. Ah, ouais. ça serait différent, par exemple, si c'était des sets comme au volley ou au badminton, où par exemple, bah, en 11 points ou en 25 points, Mhm, où en fait, bah, on commence les premiers points du set sont pas si importants que ça, entre guillemets. On n'est pas tout de suite sous pression. On peut se retrouver à 5-2, 6-2. Bon, faut pas non plus que ça monte trop. mhm. On est moins sous pression. Alors qu'au tennis, bah, vu que c'est un système de jeu, et à l'intérieur du jeu, bah, c'est des points 15-0, 30-0. En fait, tu perds un point, tu es à 0,15 sur ton service, c'est direct sous pression, C'est immédiatement. exactement ça. Et C'est ça joue énormément sur l'aspect mental, je pense. mm, Et aussi, un autre chose, il y a un énorme décalage quand même au tennis, je trouve, entre ce qu'on souhaite faire et ce qu'on fait réellement sur le terrain, quoi. On va se dire, je vais taper un coup long de ligne et puis on voit comment ça part. Enfin, c'est des fois, soit un niveau technique, même à 15 ça commence à bien jouer. En réalité, on n'a quand même pas non plus une maîtrise de la raquette et de la balle qui est non plus exceptionnelle, quoi. non, c'est clair. Alors pour revenir sur le comptage de points, j'étais tombé sur une étude récemment où j'en ai fait une vidéo sur le coût d'une faute directe. Combien te coûte une faute directe? Est-ce que ça te coûte un point? Dans les faits, oui, mais en moyenne, ça va te coûter 3 points. C'est-à-dire que tu fais une erreur, sauf que si tu fais une erreur sur ton jeu de service à 0,40, pour que tu Mm. reviennes, pour que tu rattrapes l'erreur que tu viens de faire sur un seul point, eh ben, il va te falloir un jeu complet. Donc, il va te falloir 4 points. Ok, Donc ok, c'est ouais, donc hmm, ça expliquerait ce qu'on dit, que tous les points n'ont pas la même valeur au tennis, c'est quoi. exactement ça. Donc, ce que je conseille, c'est de pas jouer de la même manière quand on est au début du jeu, qu'il n'y a pas de pression, quand on est à 0,30, quand on est à 30-0. Il faut adapter son jeu à soi-même, ses capacités, à son adversaire, on l'a dit plus tôt, et en plus au score. C'est pour ça que c'est prise de tête le tennis. C'est pour ça.
Ok. Et, euh, Ouais. et comme tu, et comme tu l'as dit, après, il y a la différence entre est-ce que je veux faire, est-ce que j'arrive à faire, et en plus, ce que j'arrive à faire à l'entraînement, est-ce que j'arrive à faire en match? Oui, c'est sûr qu'il y a un décalage en termes même juste de relâchement, enfin, ça n'a rien à voir. On a tous cet exemple du joueur qui dit ouais, je joue 15 à l'entraînement et en réalité il est 15-5 Et en match, quoi. Enfin, sur son une, premier classement, quoi. une question que je me suis posée récemment et qu'on peut peut-être essayer de se poser, on dit toujours j'aimerais jouer en match comme à l'entraînement. Mm, Ok, pourquoi on n'essaierait pas de jouer à l'entraînement comme en match? mm, Pourquoi on n'essaierait pas justement de se mettre autant de pression à l'entraînement pour s'y habituer, justement, et apprendre à jouer avec cette pression, mm. pour qu'en match, cette pression qu'on ressent ne nous atteigne plus. Et tu aurais des pistes pour mettre ça en place, par exemple un système de petits jeux, petits matchs à l'entraînement tout le temps. On fait, par exemple, on travaille la technique pendant 10 minutes et ensuite on fait un petit match sur ce petit jeu-là, par exemple de diagonale revers ou diagonale courante, pour toujours mettre sous pression et avoir cet aspect compétitif. Alors ouais, tout à fait, il peut y avoir la prise en compte du score Mhm, qui va jouer beaucoup sur la pression qu'on ressent. Mais déjà, une chose importante, c'est euh, prendre du plaisir à l'entraînement, oui, mhm, et en même temps, essayer d'y aller sérieusement. C'est-à-dire que si vous voulez progresser, en tout cas, et si vous voulez partir dans le côté compétition, à notre petit niveau, mhm, chacun là où on est, mais si vous voulez, si vous avez envie de vous mettre dans un délire de compétition, allez à l'entraînement pour vous dépasser. Essayez de mhm, sortir cramé de l'entraînement. Et pas seulement physiquement, mais aussi mentalement. Vous vous êtes concentré pendant 1 heure et demie, et c'est super long, sur chaque coup, sur chaque décision que vous faites, pour que pendant, quand vous êtes en match, vous puissiez garder cette concentration un maximum de temps. ouais, donc avant, tu fais le distinguo entre le tennis loisir, vraiment pour se défouler, et Ouais. vraiment, à partir du moment où on fait de la compétition, logiquement, et qu'on souhaite progresser, Mhm. vraiment avoir une véritable intention, pas que en match, mais aussi en entraînement. C'est ça. Attention, je conseille quand même de ne pas faire que ça. C'est-à-dire que si vous êtes orienté compétition, moi je le suis, c'est de garder aussi garder des moments de loisir. Garder des moments où je viens avec un pote sur le terrain et pendant 30 minutes, 40 minutes, je vais juste renvoyer la balle, plein centre. Je vais juste chercher du relâchement parce que Mmh. je vais essayer de me détendre sur ce moment-là. C'est pas un moment où je me mets la pression. C'est un moment où je viens jouer et presque un moment où je viens méditer. Voilà, mon but, c'est juste de renvoyer. C'est de me sentir bien, c'est de me sentir léger au moment de la frappe. OK, OK. Donc, par exemple, toi, tu t'entraînes combien de fois par semaine quand tu pas de blessure et que tu as un plus ou moins un emploi du temps, Quand j'ai assez l'emploi du temps le plus libre que je veux, OK. j'ai un cours collectif d'1 heure et demie et j'essaie de jouer 2 fois de plus. J'essaie de faire un match où je vais essayer de varier mes Mmh. adversaires justement pour retravailler cette adaptation au style de jeu. Et si possible, j'essaie d'avoir une séance soit de match si je suis en période de tournoi, soit de ce que j'appelle le jeu libre, renvoyer sans contrainte dans la semaine. OK, OK. Donc c'est bien, là, on a un peu digressé, mais si on revient sur l'aspect mental, pour toi, quelles sont les plus grosses erreurs, qui sont faites en amateur, notamment? Sur un point de vue mental, je dirais que c'est de se frustrer sur des points qui sont déjà passés. OK. Vous avez raté un coup, et ben c'est fait, c'est fait. Vous pourrez pas revenir en arrière. Vous aurez beau pester tant que vous voulez, vous pourrez pas revenir sur ce point-là. Il est passé. Maintenant, ce qui compte, c'est les points qui arrivent. Et alors c'est facile de se dire ça sur le moment, c'est facile d'écarter le point passé, mais au moment de la frappe, quand vous allez devoir refaire le coup que vous avez raté Mmh. sur le point d'avant, et ben justement, il faut arriver à séparer ce qui s'est déjà passé de ce nouveau coup qui n'a rien à voir, qui n'est pas en lien avec le coup que vous avez raté avant, qui lui va rentrer en compte. Ouais, c'est par exemple, la volée ratée. C'est ça, On va peut-être hésiter à remonter au filet, alors qu'en fait, c'est quand même la chose à faire et que de manière probabilistique, on a plus de chances de remporter le point en faisant ça. Et en fait, on le fait pas parce qu'on a cette fameuse crainte, du coup c'est précédent, quoi. c'est exactement ça. Et en plus, ouais, tu viens sur le domaine de la volée qui est un domaine que je vais conseiller Mmh. à tous les quatrièmes séries et même en début de troisième, monter à la volée.
ayez pas peur d'aller à la volée, puisque la volée, ça reste un domaine qu'on maîtrise plus ou moins bien, chacun de notre côté, mais que notre adversaire maîtrise pas non plus. Notre adversaire, puisqu'on s'entraîne pas beaucoup à la volée, on s'entraîne pas beaucoup à jouer contre un volleyeur. Donc on sait pas bien le passer, on sait pas bien le lober. Donc statistiquement, vous aurez des occasions de finir le point, même si vous ratez une volée, même si vous en ratez deux, trois, vous aurez plus d'occasions de finir le point à la volée qu'en fond de cours si vous n'avez pas un jeu qui correspond. Mmh. Puis surtout aussi, il y a des progrès qui vont se réaliser très rapidement, en fait, parce que bah, si on passe bah, d'un style de jeu, enfin peut-être d'un style de jeu, mais d'une zone sur le terrain qu'on n'a jamais apprivoisée parce qu'on n'y est jamais allé, et qu'en fait on commence à y aller pendant 2, 3, 4, 5, 6 heures de tennis, ou si là je monte beaucoup au filet, bah, au bout de 6 heures, 7, 8 heures, on va direct progresser, quoi. Et bah, la marge de progression au début est immense, comme dans tous les domaines, quoi. C'est exactement ça, c'est-à-dire que si en fond de cours, j'ai un jeu moyen, je me mets une note de 5 sur 10 en fond de cours, mais que Mm. je suis à 1 sur 10 au filet, et ben, en faisant 2 séances au filet, je vais passer à 3, 4 sur 10. Alors qu'en faisant 2, 3 séances en fond de cours, même en travaillant très bien, je vais passer de 5 à 6, donc je vais gagner 1 point de fond de cours alors que je vais gagner 3, 4 points de filet. Si on Ouais. peut se donner des scores comme Oui, ça. oui. On comprend l'idée, même si c'est pas exactement ça, mais voilà, l'idée est là, quoi, pour saisir. Hem, Qu'est-ce que tu penses au tennis, il y a un peu ce côté, schizophrène du joueur de tennis, qui se parle à lui-même, qui va Mmh. s'énerver et cetera. Heu, Est-ce que tu penses j'imagine qu'il y a des grands principes au niveau psychologique, pour essayer de quand même bien jouer? Si on s'énerve trop, clairement, au tennis, il faut quand même être relativement calme et c'est pas une Mmh. bonne chose d'être énervé. C'est comment gérer cette frustration, et est-ce que quand même des fois de temps en temps exploser, je dis pas exploser une raquette, hein, surtout au Mmh. niveau amateur où bah, ça peut vite coûter cher, mais, est-ce que des fois exploser, lâcher un bon coup à toute la frustration, c'est pas une bonne chose aussi, quoi? C'est un super point que tu soulèves. Heu, il faut distinguer 2 discours internes, chez le joueur. Il y a le discours interne qui va être automatique. Ça, c'est justement, la plupart du temps de l'explosion. C'est le: «Merde! Fais chier! J'ai raté le coup! Je suis nul!» Mmh. Et après, il y a le discours interne. Donc, le discours interne, c'est le fait de se parler à soi-même. Il y a le discours interne qui va être réfléchi, où en général, le discours automatique, va être prononcé à la première personne: «Je suis nul, j'ai raté». Mmh. Et le discours interne réfléchi, lui, ça va être souvent qu'on va se projeter sur le prochain point. «Allez, fais ça, mets en place ça», et dans ce cas-là, c'est à la deuxième personne, il est souvent au «tu» ou à l'impératif. Donc il faut bien faire la séparation des 2. Heu et on dit souvent qu'il faut rester calme, il faut pas s'énerver. Au contraire, heu laisser partir ce discours automatique. Laissez passer puisque ce discours automatique, il a une fonction d'autorégulation. C'est justement lui qui vous gère, qui vous aide à gérer la frustration, la colère et même la joie. C'est le fameux, «Yes» ou «Come on» à la fin du point. Mmh. Laissez-le partir. Par contre, maîtrisez, apprenez à maîtriser votre discours interne, heu, réfléchi, puisque c'est lui qui va vous conditionner sur les prochains points. Donc: OK. «J'ai raté un coup, je suis frustré, merde!» Désolé, pour la monétisation si tu Non, c'est pas grave. je sais pas si ça fait craquer. Lâchez votre frustration, et une fois qu'elle est partie, bam, on arrête. Ça y est, le point il est fini, on passe à autre chose. Et c'est sur ce discours interne réfléchi que vous allez vous donner des consignes, positives et tourner vers le point qui arrive, plus vers le point à passer qui est passé. OK. Ah, c'est marrant parce qu'en fait, avec cette vision des choses, on comprend comment un Borg et un McEnroe peuvent jouer au tennis à très, très haut niveau avec des mentalités sur le court complètement opposées, quoi. Avec en gros, le feu et la glace, quoi. C'est exactement ça. Donc après c'est à doser en fonction Des heu, personnalités. de vos personnalités, tout à fait. Il y en a qui vont être extrêmement calmes, on dirait des joueurs d'échecs, tout le long, et d'autres qui vont avoir ce besoin d'exploser, Mmh. qui vont avoir ce besoin de relâcher de la pression. Heu, pour, heu, pour illustrer ça, il y a un match où justement je venais de lire le fait de pas s'énerver, c'était bien, ça permettait de se calmer sur le court. Donc c'est un match où j'ai pas réussi grand chose, où je n'ai rien exprimé, et en fait, j'ai joué complètement petit bras à la fin. J'avais plus aucun relâchement, justement parce que j'avais pas libéré cette frustration au fur et à mesure.
Ok, ouais. Ça reste un exemple personnel. Oui, mais ce que tu veux montrer par là, c'est qu'il faut, là, tu aurais peut-être dû t'énerver à un moment pour relâcher cette frustration qui s'accumulait, quoi. C'est ça. Toujours dans le respect des règles, on n'insulte pas l'adversaire, on Mmh. n'envoie pas la balle loin et on casse pas les raquettes parce que ça coûte cher. Exactement, ouais. Donc une petite balle dans la bâche et puis c'est tout, quoi. C'est ça. Et la tôle, si on joue à l'intérieur. Là, on a parlé du mental, de la tactique, des 2 piliers du tennis, Mmh. mais il y en a d'autres. Est-ce que tu peux nous les évoquer? Et j'avais bien aimé aussi ta vidéo que tu avais faite sur le tonneau, l'image du tonneau. Est-ce que tu peux en parler, Ouais, ouais. Alors, on distingue 4 piliers de la performance, Mmh. dans le sport. Donc on a le mental et tactique dont on vient de parler, pendant près de 45 minutes. On a la technique qu'on travaille tous en cours, on travaille tous sur nos cours collectifs et on a le physique. Et une image que j'avais trouvée qui était assez parlante, c'est que vos 4 piliers sont les 4 planches d'un tonneau, qu'on va remplir avec des victoires. Et en fait, la longueur des planches va être fonction de votre niveau sur tel ou tel pilier. C'est-à-dire que je suis extrêmement bon en technique et j'ai un physique d'acier. Eh ben, ces planches-là vont faire toute la taille du tonneau. Ok. Par contre, bah, en match, je me frustre très vite et cette planche-là, bah, elle va être plus courte. Du coup, quand vous allez remplir votre tonneau, donc quand vous allez faire des matchs, vous allez pouvoir gagner jusqu'à que vous ayez atteint votre plancher de mental. Et dans ce cas-là, eh ben, vous allez perdre vos matchs. Donc, dans, sur ma métaphore, l'eau va déborder du tonneau. Alors que pourtant, s'il y avait que le physique et la technique qui jouaient, vous pourriez remplir plus que ça. Mmh. Et donc l'idée, c'est de trouver euh, notre plafond de verre personnel. Ok, qu'est-ce qui pêche dans mon jeu aujourd'hui? Qu'est-ce qui m'empêche de progresser? Bah, c'est pas le physique, c'est pas la technique. Ça va être cet aspect mental qu'il va falloir que je travaille. Bon, moi, c'est plutôt l'inverse. Moi, c'est plutôt le physique qui me freine. OK, donc là, tu es en travail, genre, préparation foncière d'hiver ou pas du tout? Non, là, pour le coup, c'est le gros point noir de mon jeu. C'est-à-dire que je prends zéro plaisir à faire du physique. Mmh. J'arrive pas à trouver un aspect ludique où faire ça. Alors, on m'a conseillé le CrossFit, faudrait peut-être que j'essaye. Ouais, Euh, bah, ça, pour le coup, c'est la version extrême, quoi. Ouais, c'est le problème, c'est le côté extrême. Et en fait, moi, pour progresser, j'ai besoin de m'amuser. Si je m'amuse OK. pas, je n'y arrive pas, je bloque, je me frustre. Je réessaye à peu près une fois par an une séance de prépa physique. Mais c'est le problème, c'est que je suis tout souvent le dernier du groupe, donc j'ai l'impression de ralentir le groupe. J'ai l'impression d'être un boulet et je prends pas de plaisir. J'ai souvent envie de quitter la séance au plein milieu parce que je m'amuse pas. OK, OK. Si je peux te donner juste un petit conseil, c'est vraiment, c'est bête, hein, mais c'est d'y aller étape par étape, quoi. Enfin, genre, Ouais. en fait, si je prends l'exemple des pompes, en fait, bah, au début, tu en fais 15, ensuite tu en fais 20, tu en fais 25, 30, 40, tu vois? Et étape par étape, faut en essayant toujours d'en faire un peu plus que la fois Mmh, précédente, mais pas se griller non plus parce qu'en fait, sinon, enfin, faut être en ac faut comprendre, faut s'adapter un peu à ta personnalité encore une fois et te dire: «Bah, c'est pas quelque chose que tu aimes faire, donc faut que tu te mettes dans des bonnes conditions pour que tu sois ensuite amené à le répéter». En fait, c'est la régularité qui va te faire progresser. c'est C'est pas parce que tu exactement vas ça. faire une séance de mammouth pour toi, Mmh, mais si tu arrêtes après, en fait, cette séance-là, elle aura servi à rien, tu auras juste souffert, eu des couvertures pendant 2, 3, 4 jours et mmh. ensuite, bah, tu auras arrêté parce que tu te dis: «C'est pas pour moi, regarde, dans quel état je me mets pour pas grand-chose, quoi». C'est exactement ça et là où c'est facile de progresser au tennis, disons dans le jeu en général, ça va être facile parce qu'on est mis dans un groupe collectif d'à peu Mmh. près même niveau, même si on a tous nos spécificités, toi tu es plus fort en Mmh. physique, moi je suis plus fort en technique. Heu, on a tous un physique différent et quand les clubs organisent des cours des séances de prépa physique et ben Mmh. ils prennent surtout tous ceux qui ont envie de le faire, puisqu'on est beaucoup moins nombreux en général. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec un groupe qui est bien plus hétérogène que Mmh. ton niveau de tennis. Donc Effectivement, effectivement, je, effectivement. je me retrouve derrière, j'essaie de suivre le groupe jusqu'au moment où je me crame et j'ai Mmh. plus. OK. Donc, toi là, comment dire? La nouvelle réforme avec l'instauration d'un super tie-break, à la place du troisième set, tu es ravi, quoi? Alors,
Mon physique est pas bon, mais il est pas bon sur le court terme. Ok. Sur le long terme, j'arrive à jouer 1 heure et demie, 2 heures, c'est pas le problème. Mais c'est mon jeu de jambes qui lui va pas suivre. Ok, ok. Donc, ouais, t'as du mal à les efforts violents, répétés, c'est ça Ouais, c'est qui ça. pose problème, C'est-à-dire quoi. que Mais c'est pas le côté sur endurance, sur quoi. la durée, justement, par le côté tactique et mental, j'arrive à gérer le temps entre les points, Hmm. arriver à utiliser le temps entre les points et entre les jeux pour récupérer. Mais c'est dans l'instant T, dans l'instant du point, là, je vais pas faire les efforts suffisants pour aller chercher ce petit pas de plus d'ajustement qui me permettrait d'être bien placé Ok. et de faire le point. Et d'ailleurs, au-delà des considérations personnelles, donc, qu'est-ce que tu penses de ces réformes-là, de changements? Parce qu'en fait, on peut dire que ça enlève, que ça enlève une dimension du tennis qui est donc le physique. Mmh. Donc, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu te dis que c'est une bonne chose? Parce que, en fait, derrière cette réforme, c'est quoi? C'est le manque de temps des joueurs de tennis pour faire de la compétition. Et en fait, donc c'est un frein pour l'inscription en match en équipe ou en compétition individuelle. Et est-ce que c'est une solution viable selon toi, quitte à dénaturer une partie du tennis, qui est Du la sup dimension physique? du super tie-break sur le troisième set, c'est ça? Ouais, Alors moi personnellement, c'est pas quelque chose que j'aime, OK. en tant que joueur en tout cas, Mmh. parce que ça me dérange pas d'aller sur un troisième set. Les courbatures, je gère plus tard. Mais par contre, je comprends l'idée en tant que juge-arbitre. Je suis juge-arbitre de tournoi aussi et effectivement, quand sur un terrain, tu as 2 matchs d'affilée parce que tu pas de bol ce jour-là qui vont au troisième set, et ben, ta programmation, elle est décalée d'1 heure. Ça veut dire Mmh. que tes joueurs que tu avais convoqués à 19h30, ils vont arriver à 19h30, mais ils vont jouer à 20h30. Mmh. Heu, tu peux pas te permettre de les prévenir par SMS, dire, bah, finalement, venez plus tard Oui, c'est compliqué, ouais, effectivement. parce que tu sais pas quand ça va finir. Mmh. Et Oui, c'est c'est, vrai que la particularité du match tennis, c'est que ça peut durer 45 minutes comme 3 heures, quoi. Donc en fait, c'est 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 pour super ça que dur, les quoi. chaînes de télé détestent programmer du tennis. Exactement, ouais, bah, j'en parle sur certaines de mes vidéos et c'est un des problèmes du tennis et pour différentes raisons, en amateur et en professionnel, quoi. C'est ça. Mmh. Donc je l'apprécie pas, cette réforme, mais je la comprends. Ouais, c'est ça, en fait, c'est un côté quand même très pragmatique, quoi, derrière C'est ça. ça. C'est que, le tennis, si on veut pouvoir jouer, il faut pouvoir l'organiser. Ouais. Et au niveau professionnel, s'ils veulent pouvoir jouer, bah, il faut qu'ils puissent être payés. Donc Oui. il faut que quelqu'un achète les droits de diffusion. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, au tennis, donc ils ont pas mis le super tie-break, mais ils ont mis donc le tie-break au 5e set, par exemple, en Grand Chelem. S'ils Mmh. réfléchissent autant aussi à, comment dire? À changer les formats, comme par exemple ce qu'on a vu avec la ATP Next Gen Finals. Ouais, Donc c'est parce que c'est pour aussi aller plus vite, pour que ce soit plus dynamique, mais aussi réduire, enfin du moins que l'éventail d'un temps d'une durée de match soit plus courte. Par exemple, que c'est ça dure ça. entre 1h15 et 1h30, ça serait parfait, je pense, pour les chaînes de télé. C'est Heu, ça. Avoir tu veux dire un éventail de battements qui soit moins ouais, large. Parce c'est ça, ouais. qu'effectivement, sur les matchs en 5-7, c'est super compliqué. On peut avoir un match qui fait 1 heure et demie parce que le match a sens unique, Mmh, ou un match qui fait 5 heures. mmh. Et c'est encore pire s'il y a pas de tie-break au cinquième set. Ouais, Avec les exemples extrêmes qu'on connaît. ouais, Et bah, Isner Mahut, Isner Mahut. Après là, c'est vraiment la caricature, mais qui me souvient, c'est en 2010, mais mmh, tout le monde en parlait, quoi. Enfin, c'était vraiment, même des gens qui ne s'intéressaient pas au tennis, oui, c'était au JT du 20h de TF1 ou de France 2, enfin c'était de c'est ça, l'attraction du moment, quoi. c'est De ça. dire ces 2 Donc joueurs qui s'affrontent, sans cesse, quoi. ça a duré quoi? C'était sur 3 jours? C'était 3 jours, ouais. 3 jours, donc forcément les chaînes de télé ont le temps de s'y intéresser, et d'en faire un sujet. Mmh, Mais c'est intéressant de voir à quoi réfléchit l'ATP pour dynamiser notre sport qu'il faut bien l'avouer pour des gens qui sont pas fans de tennis, c'est chiant à regarder. Justement parce que c'est des matchs longs, parce que c'est des matchs avec peu de temps de jeu effectif mmh. et dans le public, en plus, c'est un sport où on fait pas de bruit. Oui, effectivement, C'est, oui, si on si on est fan de tennis, c'est génial, on mmh. adore ça. On peut rester 3 heures devant le même match, à pas bouger, à pas faire de bruit, à applaudir seulement quand on a le droit de le faire. Mais pour le reste des gens, je peux comprendre que ce soit chiant.
Ouais, ouais. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont mis en place cette fameuse règle des 25 secondes entre les services. Ouais, Selon moi, c'est mon interprétation, hein, c'est que c'est une règle qui a été vraiment réfléchie à partir du moment où tu as eu la finale de l'Open d'Australie 2012 entre Nadal et Djokovic, qui a duré 5h52, 5h53. Après, les échanges étaient incroyables, il y avait ouais, ouais. plein d'échanges à 15-20 frappes, donc forcément avec une intensité folle. Donc ils avaient Ils besoin de se avaient reposer. besoin. Ils avaient Mais, besoin de ce temps. mais voilà, c'était des fois quand même 40-45 secondes entre chaque point. Mmh, Et en fait, bah, c'est pour ça aussi que ça a duré aussi longtemps, quoi. c'est ça. Au-delà, et c'était très serré aussi évidemment, hein, mais Ils c'est aussi une des raisons pour laquelle c'était beaucoup plus, assez long. Par exemple, là, je regarde en ce moment des matchs ou non, des bouts de match de l'US Open, par exemple, dans les années 2000, par exemple, Agassi-Sampras, mmh mh, et les matchs, ils faisaient 4-7, ça durait 2 heures et demie pour un 7-6, 6-7, 7-6, 7-6, quoi. mmh. Et après, c'était pas le même jeu, c'était en deux trois coups, et cetera. Même si c'est encore le cas en réalité, si on Ouais, prend bien bien, sûr. analyse, mais il y a plus de points quand même qui font que où les échanges durent, Mmh. mais la majorité des points sont quand même au moins 4 frappes, je crois, hein. Il faudrait que je regarde Ouais, les stats, mais c'est une majorité de moins de 4 frappes. C'est souvent du service retour et suivi de 2 frappes pour une majorité des coups. Mais tu vois, mmh, ça va être pareil, c'est à part s'il y a une volée gagnante, service volée gagnant, c'est pas dans les highlights. ouais, Ce qui est intéressant dans les highlights, c'est les points qui ont duré ou les gars ont couru 500 mètres de course ouais, dans l'essuie-glace. c'est ça, ouais. Donc tu es obligé pour rythmer un peu le jeu de leur limiter le temps de récup entre les points. Mais tu vois, règle qui n'est pas qui n'existe pas à la FFT, ça existe que pour les grands chelems. Oui, À notre sport à nous, au tennis amateur, c'est un temps correct. Quelle est la formule? Un temps, le temps nécessaire ou mmh. Oui, il y a c'est pas très ce abstrait, il y a pas de règles, c'est pas précis, quoi. non, tout à fait. Bah, alors déjà parce que nous les clubs amateurs, on n'a pas les moyens de mettre en place un chronomètre. Mmh. C'est un temps nécessaire, donc il faut le temps d'aller chercher les balles, il faut le temps de se mettre en place, heu, Mmh. que l'adversaire soit prêt. Heu, Tu vois, quand on parlait de physique, c'est justement, c'est arriver à gérer ce petit côté-là pour gagner un peu de temps sans en abuser. Mmh. Effectivement, ouais, effectivement, ouais. Et pour revenir à la problématique des chaînes de télé, par exemple, il y a la NBA qui est vraiment, la ligue qui Mmh, fait tout pour, avec des spots publicitaires vraiment partout à tous les moments. Je sais pas si tu suis, mais c'est très différent de suivre un match NBA sur la chaîne française qui diffuse beIN Sport et mmh, suivre un match NBA sur la chaîne, américaine où tu as de la publicité, mais partout. Et en tant que Français, mais on se dit: «C'est quoi ce bordel?» quoi. Enfin vraiment, il y en a partout. Il y a un lancer franc, il y a de la publicité, enfin des fois, il y a le lancer franc dans un petit encart et les 3 quarts de l'écran, c'est une publicité, quoi. Parce que des fois, c'est des choses comme ça qui arrivent. ah oui? Et ce qu'ils ont fait pour plus dynamiser, c'est qu'ils ont changé les règles, au niveau des fautes, cette année, parce qu'il y avait une sorte d'abus des joueurs. Mmh, Et ce qui a permis en fait de réduire les matchs de 15 minutes, je crois, en moyenne. Donc avant, ils duraient 2 heures et demie, ils durent plus que 2 heures et quart, je crois. En OK, fait, c'était quand même un temps qui était difficile à monétiser, parce qu'on en revient toujours à ça, c'est que la NBA, c'est quand même un énorme business et qu'en fait, ils veulent tout monétiser. Et là, ils ont réussi à réduire quasiment de 15 minutes un temps mort, donc ça rend le jeu plus dynamique et en plus un temps ils avaient du mal à monétiser. En fait, c'était d'accord. vraiment bénéfique sur tous les aspects, quoi. Et C'est vrai c'est que un peu ce que le tennis voudrait faire, je pense, également, hein. C'est aussi pour ça que, à l'US Open, par exemple, il y a mmh mh, les joueurs ne peuvent pas reprendre à l'US Open, même si, à chaque changement de côté, même s'ils veulent se reposer qu'1 minute, tu as toujours les comment ça s'appelle? Pas les juges de ligne, les ramasseurs de balles qui sont ouais, plantés au milieu du ils sont terrain devant, ouais. pour attendre que la minute 30 soit terminée, parce qu'en fait, il y a le spot publicitaire. Et Ouais. voilà. Après, tu peux être à peu près sûr quand même que sur les 2 joueurs, tu Mmh. as un des 2 qui va quand même, Oui, qui oui, qui va maintenant, prendre la minute 30 mmh, pour s'arrêter. Mais effectivement, ça serait intéressant de se poser la question, qu'est-ce que ça donnerait un match avec un spot de pub très court entre chaque point? Le temps que les joueurs récupèrent, ramassent les balles, se remettent en place. ah ouais, je pense que ça serait quand même C'est infernal. Bah, parfait. je sais que en plus, c'est souvent les mêmes pubs qui reviennent et tout. Enfin, je veux dire, quand tu regardes un match de 4 heures et que tu as vu 50 fois la même pub, enfin, C'est ça. ou sur la Surtout, quinzaine, tu pètes un cap, quoi. Tu pètes un surtout cap. pour la pub Rolex, des choses qu'on pourra Ouais, jamais se payer, ouais. même en devenant les rois de YouTube. Mmh. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pas en gagnant le tournoi du coin qui vont nous offrir une Rolex. Donc
C'est là où je me pose un peu la question, c'est qui le public visé Mm. là-dessus? C'est Je vrai sais qu'on pas. peut se poser la question, ouais. Et si on revient sur le tennis amateur, c'est Mhm, que aussi, qu'est-ce que tu penses du système de compétition avec élimination directe? Quand on parle avec d'autres gens qui viennent d'autres sports, mhm, je trouve ça assez particulier comme système. Au final, bah, tu payes 15-20 €, enfin, ça dépend en mhm. fonction des régions, quoi, et tu peux arriver et perdre en 1 heure et être éliminé. Euh, Est-ce que Alors, c'est pas aussi un frein des fois pour l'accès à la compétition ou qui peut être frustrant? c'est un frein, en tout cas, c'est une frustration d'accès à la compétition. C'est pour ça que la FFT va dans le sens inverse depuis quelques années, en proposant les matchs libres pour les quatrièmes séries. Il n'y a pas besoin d'un tournoi, on peut aller faire un match officiel avec son pote Mmh. un dimanche. Ils font ça aussi avec la mise en place des TMC. Ouais. Là, bah, en fait, c'est une poule, en fait. C'est une poule où les vainqueurs vont se rencontrer, les perdants vont se rencontrer, et chacun a joué le même nombre de matchs. Et maintenant, la saison dernière, ils ont mis en place le fait de pouvoir repêcher un perdant sur un tableau quatrième série si le vainqueur du match se retirait. OK. Le vainqueur du match finalement est pas dispo et on n'arrive pas à reprogrammer le match, et ben lui il fait WO et on récupère le perdant qui va jouer. Ouais, c'est Donc c'est c'est vraiment des c'est vraiment un bon système ça, mais vraiment les tournois multichances, les TMC, je pense que c'est la meilleure invention pour le tennis, enfin, du moins là, cette démocratisation là, c'est vraiment une très bonne chose parce que ça règle beaucoup de problèmes, quoi. C'est que, genre, c'est sur un week-end, donc on sait, au moins c'est clair et net, c'est pas à différence d'un tournoi, on sait pas combien de tours on va passer, donc en mm, fait, c'est difficile de faire son emploi du temps. Là, c'est bloqué pendant un week-end, on sait qu'on joue au tennis, point barre, on fait 3, 4, 5 matchs en fonction du TMC. C'est quand même une bonne chose et même on a l'esprit plus libéré dès le premier match parce qu'on sait déjà qu'on va en jouer plusieurs, quoi. c'est ça. Euh, Effectivement, le format du TMC répond à une demande des joueurs et à une demande de la société en général, qui est de pouvoir programmer sa vie plus facilement et Mmh. pouvoir venir consommer un tournoi très vite. Je sais que je dois réserver ce week-end pour jouer. Je vais faire 3 matchs. Je vais payer 25 balles. Et il y aura le repas de prévu. Mmh. Après, euh, j'ai quand même un point négatif à soulever avec ce format, c'est que surtout auprès des jeunes, ça apprend pas la valeur de la défaite. Et même auprès des adultes, hein. C'est-à-dire Mmh. que perdre un match, ça fait jamais plaisir, mais c'est pas une fin en soi, c'est pas dramatique. Et je pense qu'il faut apprendre aussi cette valeur de la défaite qu'on est en train de perdre petit à petit. J'ai l'impression de faire mon vieux réac qui Non, veut je pas que les je règles je bougent. vois ce que tu veux dire, je vois ce que tu veux dire. C'est que vraiment, en fait, là, vu qu'on a potentiellement, en fait, d'autres matchs, il y a pas la conséquence de la défaite dans un tournoi classique où c'est juste, bah, tu es éliminé, tu plus de match à jouer, quoi. C'est exactement ça, c'est que si on pousse le cas à l'extrême, se dire que ah, je vais partir sur un troisième set, non, je vais pas le jouer. C'est pas grave, je vais pas le jouer. Enfin, je vais pas le jouer sérieusement. Et c'est pas grave, j'ai d'autres matchs après. Alors Mmh. que bah, un match de tennis pour moi, en tout cas de mon point de vue, doit se jouer de la première balle à la dernière, avec la même intensité Mmh. à Ouais, chaque tu fois. peux tu peux avoir des calculs quasiment d'apothicaire en mode: «Bah, là, je vais me reposer pour le match d'après parce que je sais que dans 3 heures, j'ai un autre match», Ouais, c'est ça. Et puis tu peux avoir aussi des calculs un peu plus poussés pour ceux qui se prennent vraiment la tête là-dessus. Alors je joue mon premier match contre un tel. Si je gagne, bah, je finis contre un tel qui a tel classement, mais si je perds, je finis contre un tel qui a tel classement. Et peut-être que ça sera plus facile après moi pour gagner des points. C'est, Ouais, il y a, un après mo- il y a un moment, il y a un ça, c'est moment vraiment qu'il faut le faire. l'exploitation du système et je sais pas, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il y a pas beaucoup de gens qui vont aller dans cette direction-là, enfin, du moins, j'espère. Je sais pas, j'espère que non aussi. Mmh. Mais on sait qu'à certains classements, notamment au classement de 15-2, puisque 15-2, c'est la barrière Mmh. pour rentrer en formation pour être prof diplômé d'État. Mmh. Parfois, tu peux avoir ce genre de calcul euh, qui justement est là pour le coup parce qu'il y a une finalité derrière. Mais tu peux avoir ce genre de calcul il me manque 15 points, il me manque une victoire, à Mmh. un classement au-dessus, il me manque une perf. Comment je me mets dans les meilleures conditions pour l'avoir. Mmh. Après, tu peux même encore aller plus loin et même aller dans la collusion dans ce cas-là, tu vois?
tu peux aller dans la collusion, c'est possible. Tu peux, tu peux, dans un cas extrême, tu peux avoir un club qui a besoin d'un prof, et qui a un jeune qui lui manque quelques points de classement, qui va organiser un TMC Maison. ouvert à tous, hein, mais dans l'objectif que le jeune ait une possibilité de gagner quelques points en plus. C'est Après, sûrement pas ce qui est prévu dans cette réforme, enfin, dans la mise en place des TMC, mais c'est ce qu'on peut en faire. et voilà, c'est qu'on met en place un système et après, libre à nous de l'exploiter au maximum ou pas, quoi. C'est ça. De manière Euh, immorale, on pourrait dire. Mais voilà. est-ce que- Si ça permet au club d'avoir un prof et de pas fermer, bon, est-ce que c'est immoral? Ça, c'est une question Ouais, qui mériterait une ouais, autre c'est sûr que discussion d'une heure. c'est compliqué, ouais. J'aimerais revenir aussi à cette importance de se filmer, donc rien à voir. Vu que tu Mhm. joues, j'imagine que tu passes pas mal de temps à te regarder jouer, pas parce que t'aimes te voir jouer, Ah, mais parce non, mais que, j'ai un ego ouais, surdimensionné. mais parce que je pense que même se rendre compte visuellement de à quoi ressemble notre coup droit, notre revers. Parce qu'en fait, on a un peu peut-être, je pense, une image faussée de notre technique en fait, parce qu'en fait, on la voit jamais d'un point de vue extérieur si on se filme pas, tout simplement, quoi. C'est comme entendre sa voix sur un enregistrement. Ah, Ok. je me rendais pas compte que j'avais cette voix-là. Bah là, je me rendais pas compte que mon geste est plus moche que ce que je pensais. Parce qu'on Hmm, on se voit, on s'imagine et on s'entend toujours plus beau que ce qu'on est. c'est vrai. Désolé pour les moches et pour les beaux aussi. Euh, donc se filmer, c'est toujours dans l'objectif d'avoir un peu plus d'objectivité sur son analyse. C'est toujours pareil. Euh, mon prof sur mon cours collectif le fait de temps en temps, mais dans le côté immédiat. On fait une séance de service, mais ton pied décolle pas du sol quand tu vas chercher la balle. Mais si, pourtant j'ai l'impression qu'il décolle du sol. Bah tiens, je te filme et je te montre là tout de suite. Hmm, Non, objectivement, il ne décolle pas du sol. Donc se filmer, ça permet justement de supprimer ou d'atténuer fortement ce côté subjectif qu'on hmm. qu'on a tous quand on pense à quelque chose. Donc on en revient encore à, comme la stat qui est un outil, le fait de se filmer est également un outil pour avoir quelque chose d'objectif et pas ne plus être dans la subjectivité, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, que ça soit dans sa technique ou dans la zone de frappe ou dans l'observation de son jeu de jambes, peu importe. L'idée, c'est d'avoir quelque chose qui est comparable. Hmm, Parce que, encore une fois, on peut tout à fait gagner un match 6-2, 6-2 et se dire qu'on a très mal joué. Alors que objectivement, bah, il y avait quelques erreurs. Il y avait peut-être pas de sensation à la frappe. N'empêche que bah, la stratégie était là, le déplacement de l'adversaire était là, le gain du temps aussi. On a beau se dire qu'on a mal joué, bah, objectivement, c'est pas forcément hmm. Effectivement, ouais. Et qu'est-ce que tu dirais aussi, on entend beaucoup de joueurs dire par exemple, c'est pas l'adversaire qui a gagné, c'est moi qui l'ai perdu. Ce type de phrase, tu sais. Alors déjà, je trouve ça pas très fair-play pour Oui, l'adversaire. effectivement, c'est une critique hein, que je Ouais, fais moi également. je trouve ça assez moche. Un match, ça se joue à deux, sauf s'il y a un écart d'une série entre deux joueurs. Mhm. Un match, ça se joue à deux, ça se gagne et ça se perd. Se dire que aujourd'hui j'ai perdu parce que j'ai pas réussi à faire de revers, à envoyer le revers où je voulais. Ok, il faut peut-être aussi arriver à se dire que si t'as pas réussi à faire de revers, c'est parce que l'adversaire déjà t'a envoyé beaucoup de balles sur ton revers, et ensuite il t'a envoyé les balles qui t'empêchaient de te régler. Donc pour moi, c'est pas fair play du tout. En tout cas, c'est pas un esprit sportif. Euh, J'adore échanger avec mon adversaire à la fin du match, euh, mais, euh, mais un adversaire qui parle que de son jeu, et qui n'est pas dans l'échange, Mhm. euh, ça m'ennuie. C'est pas Ouais, intéressant de effectivement, tu aimes bien analyser le match pour savoir bah, qu'est-ce qui a bien été fait, mal fait, etc. Euh, avoir le point de vue de l'adversaire mhm, justement pour avoir un peu plus d'objectivité. Encore une fois, je suis toujours dans cette recherche-là, de me dire tiens, j'ai mis ça en place, euh, est-ce que ça t'a gêné? Ou est-ce que mhm, tiens, je trouve que tu as bien réagi quand j'ai essayé moi de mettre ça en place, t'as trouvé des solutions, c'est cool. Et en général, quand on laisse l'adversaire parler, il va souvent donner plus d'infos. mhm.
J'ai j'ai un match où j'ai fait que des slices tout le temps. Ça marchait pas. Slice, coup droit, revers, essayer de pas mettre de rythme. Mais l'adversaire était au-dessus de moi et j'arrivais pas à mettre ça un peu en place. Sur les 3 derniers jeux, je me dis: «Bon, c'est pas grave, je vais lâcher mes coups, même si j'arrive pas beaucoup à lifter en ce moment, tant pis, je lâche». Et en fait, à la fin, il est venu me voir en disant, «Bah, tu mieux fait de continuer à slicer parce que ça m'embêtait». Et je gagnais des points, mais ça m'embêtait beaucoup plus. OK. Ouais, c'est vrai, tu as eu ce décalage entre ce que tu pensais et la réalité qui était différente et c'est par la discussion et l'échange que tu as pu, C'est ça, parce que te pour le rendre coup, compte. même la vidéo me permettrait pas forcément Mmh. de le voir. Mmh. Je peux pas savoir ce qui a dérangé plus l'adversaire dans sa tête. C'est vrai que c'est quelque chose qui est pas forcément fait. Je sais qu'aux échecs, Mmh mh. notamment sur les parties, donc il y a différents formats et les parties longues, donc c'est les plus importantes qui peuvent durer, 3 heures en gros, 3 4 heures. Mmh. Les joueurs à la fin des fois ils analysent la partie en fait. Donc en fait, ça permet aussi de cet aspect progression de faire une sorte de review de la partie, mais aussi avec l'adversaire, pas juste, de manière personnelle, mais Mmh. d'échanger pour comprendre, qu'est-ce qui s'était passé par la tête, c'était quoi le plan de jeu en fait, tu vois? Ouais, Et c'est assez intéressant en fait, c'est ce que tu dis, c'est vraiment encore une fois d'analyser, de comprendre ce qui s'est passé pour faire mieux la prochaine fois. c'est exactement ça. Essayer de gagner en objectivité. C'est pour ça que quand, je demande à l'adversaire en début de match, si je peux filmer, Mmh. avant même une question de, est-ce que je peux mettre le match sur YouTube ou pas, c'est déjà pour mes stats. Et en général, vu que les logiciels que j'utilise fait les stats de l'autre joueur en même temps, Mmh. bah, je Tu lui l'envoies. propose de lui envoyer aussi. Mmh. Ouais, tu lui apportes une valeur, ce qui en gros parce qu'en fait, est-ce que tu as déjà eu un refus, par exemple, catégorique? «Non, non, je veux pas être filmé»? J'ai pas eu de refus de filmer, Mmh. parce que, j'arrive à présenter ça, Mmh. de manière sympa, parce que j'apporte de la valeur sur les stats que j'offre Mmh. à l'adversaire et parce que la caméra que je pose est petite et discrète, Elle me gêne pas encore une fois, ouais. c'est ça. Après j'ai eu un refus de mettre un match sur YouTube, parce que le mec avait perdu et qu'il voulait pas être affiché, OK. sur internet. C'est quelque chose que je peux comprendre. Mmh. C'est un peu, Effectivement. c'est j'ai perdu mais je veux pas être blessé dans mon ego. Après c'est son image, hein, donc de toute façon, Mmh. j'ai rien à dire là-dessus. Mais effectivement, publier un match, diffuser un match qu'on a perdu, ça peut piquer certains égos. Mmh. Ah, faut voir aussi la physionomie du match, c'était ultra serré et que, enfin, on perd 7-6 au troisième. Ça Alors peut il y a déjà un match que moi-même j'ai filmé, j'ai monté et mmh. finalement j'ai pas diffusé parce que ça s'était mal passé sur le court. OK. On s'était un peu pris la tête et là pour le coup, c'est moi qui voulais pas afficher. Alors moi, je voulais pas à ce moment-là de ma carrière de youtubeur, je voulais pas m'afficher moi, Mmh. en train d'être pris à défaut de m'énerver sur quelqu'un. Maintenant, aujourd'hui, peut-être que je le ferais, en tout cas de mon point de vue. Mais du point de vue de l'adversaire, je voulais pas l'afficher non plus en train de s'énerver. On ne s'est pas insulté, mais c'était pas. OK, OK, ouais, après, il peut y avoir vite de l'attention au tennis aussi avec le système d'auto-arbitrage où, il peut y avoir des fois des quiproquos, de l'incompréhension C'est et ça peut vite partir en cacahuète, quoi. c'est ça. C'est souvent compliqué enfin, c'est compliqué l'auto-arbitrage. C'est on est un sport, on est un des rares sports où il n'y a pas d'arbitre du tout Mmh. Oui, et complètement. heu et on est obligé de se baser sur la bonne foi de l'adversaire. Mmh. Et quand tu présentes encore une fois, quand tu présentes ça à quelqu'un qui fait un autre sport et que je lui dis: «Tennis, c'est de l'auto-arbitrage», mais on te regarde avec des gros yeux, quoi. Parce qu'en fait, Mmh, c'est après je comprends, hein, c'est compliqué d'avoir un bien sûr. arbitre pour, C'est impossible de mettre un arbitre sur chaque match aujourd'hui. mmh, Impossible. C'est déjà compliqué d'avoir un juge arbitre qui est présent, pendant mmh, toute la durée du tournoi. Parce que ça, mmh, par contre, ça a beau être dans les règlements, le juge arbitre est censé être sur place à chaque fois qu'il y a un match. Mais alors avoir un arbitre, c'est impensable. Et sur des choses bêtes, hein, que ça soit, la lecture d'une trace ou, quelque chose qui n'est jamais réprimandé, c'est les fautes de pied, par exemple. oui. Oui, c'est vrai, après, on joue sur, vas-y, il y a une tolérance et en gros, faut pas dépasser, j'allais dire, la ligne, en gros. Et C'est c'est super compliqué à dire parce que déjà, pour le voir, vu que c'est à l'opposé du terrain, c'est. Alors il y a des fautes de pied qu'on peut pas voir, hein. Mmh, Effectivement, on est trop loin, le pied marche à peine sur la mmh, ligne,
Ça, c'est pas bien grave. Mais le joueur qui va prendre un appui relais à l'intérieur du terrain, 15 centimètres dedans, est-ce qu'il en tire avantage ou pas? Je pense que oui. Oui, Mais forcément. encore une fois, donc il faut déjà euh, oser le dire à l'adversaire. C'est déjà compliqué parce qu'en disant ça, même si on cherche à faire respecter la règle, eh ben, on passe juste pour le mec qui vient jouer le domaine, hein, comme on dit, Mhm. qui est pas fun, le mot qui me vient en tête, c'est un connard. J'ai pas envie de Oui, jouer oui. contre lui. Ouais, puis après, il y a l'aspect réputation au sein Ouais, dans la zone où t'es. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, quoi. il y a ça aussi. C'est tout comme tu peux avoir l'image du mec qui a des lignes qui bougent un peu de ton côté, Mhm. tu peux avoir le mec qui rigole jamais, le mec qui fait respecter la règle, point barre. De mon point de vue, c'est pas quelque chose de négatif, mais pourtant, si tu, pas, ça m'embêterait un jour d'avoir un mec qui découvre mon nom sur le tableau qui dit non, j'ai pas envie de jouer contre lui. Ouais. Mhm. Ça m'embêterait puisque c'est pas l'image du sport que j'ai envie de véhiculer. Ouais, bah, c'est clair, c'est clair. Mhm. Bah, Et, et- je te propose juste peut-être de conclure. Mhm. Ouais, peut-être parler de ce qui arrive prochainement sur ta chaîne. J'ai vu que tu avais mis un message comme quoi tu avais une série de vidéos qui allait apparaître. Ouais, j'ai prochainement une série de vidéos sur le double, sur le sujet du double. Ok. Euh, donc la première vidéo est tournée, elle est en cours de montage. On va parler de la vision du jeu et la différence avec le simple. Ensuite, j'ai une série, alors, on continuera la série avec le déplacement du volleyeur et je la finirai avec la communication verbale et visuelle entre volleyeur et joueur de fond de court. Et entre-temps, eh ben, j'espère qu'il y aura des compétitions que je pourrai faire parce qu'il n'y en a pas trop à cette période de l'année. Ok, dans ta Mais région là, parce que t'es dans quel coin en France? je suis du côté de Toulouse Ok. et il y a beaucoup de matchs qui vont se passer sur la deuxième quinzaine de février. Mais ils vont tous se passer en même temps et moi, bah, pas de bol, je prends une semaine de vacances sur ce moment-là. Ok. Donc il n'y a pas beaucoup de matchs officiels à filmer, mais ça sera peut-être des matchs d'entraînement qui viendront rythmer la chaîne YouTube. Ok, ok. Bah super. En plus, j'ai vu que tu vas dépasser le fameux cap des 1000 abonnés dans quelques jours ou semaines. C'est C'est question de peu. bientôt, on a 960, je crois. 65 quand j'ai vérifié ce matin. Peut-être que ça a encore 965. augmenté. 965. Alors, je m'étais fixé l'objectif des 1000 avant la fin de l'année. Donc j'ai pas tout mis en place pour le faire. J'ai pas Hmm. beaucoup publié en décembre, mais ça ne saurait tarder. Ça ne saurait tarder. D'ailleurs, je ne sais, je sais qu'avant tu faisais un blog, on n'en a pas parlé. J'imagine que tu l'as mis de côté pour te concentrer sur la chaîne YouTube. Ouais, je l'ai mis de côté. Alors, il continue à avoir quelques visites, mais, Ok. euh, mais maintenant, c'est surtout le côté chaîne YouTube que je vais développer, Hmm. que je préfère, même si ça demande beaucoup plus de travail qu'écrire un article de blog. Hmm. En termes de l'écriture, le temps d'écriture est la même, mais montage, illustration et publication. Hmm. Après, tu as une visibilité, je pense, beaucoup plus forte enfin, Ouais, sur YouTube, quoi. C'est le ouais, format qui ça c'est plaît le sûr que plus. j'ai j'ai des vidéos, j'ai une vidéo qui a dépassé les 8000 vues, ce que j'imagine mal Sur un article, sur ouais. un blog. Ouais, c'est clair, c'est clair. Bah, d'abord, je pense qu'on est arrivé au même constat. J'avais commencé aussi par des articles, Mm. pas forcément sur le tennis, mais sur l'économie du sport. Là, Mhm. j'essaie un peu d'orienter à l'économie du tennis sur ma chaîne YouTube en partie, Mm. et histoire toujours. Mais je vais quand même encore une fois vraiment décaler au fur et à mesure vers l'économie, le business et comprendre un peu les intérêts qu'il y a derrière. Notamment, bah, je vais pas parler de l'affaire de Djokovic parce que ça a changé tout le temps et que ma capacité de production d'une vidéo n'est pas assez rapide pour que je sorte ma vidéo et qu'elle soit déjà pas caduque, tu vois. Ouais, Là, et je comprends, hein, j'ai essayé de suivre l'actualité de cette affaire Mm, via les groupes Facebook, puisque mm, c'est là-dessus que je suis l'info. Le problème, c'est que le temps que l'info soit créée et soit partagée, plus acceptée par un modérateur, mm, en général, l'info était déjà plus à jour. Ça, mm. ça a été, pour, Ouais, pour moi, j'ai pas réussi à suivre. ouais, Aujourd'hui, je vois des vidéos qui retracent ce qui s'est passé. Mais, impossible. je vais t'en faire une Ouais, prochainement sur pourquoi l'Open d'Australie a tant cherché à, comment dire, à avoir à, Djokovic. Encore une fois, ouais, c'est à l'aspect faire jouer. financier, hein. L'année dernière, en gros, avec l'édition, ils avaient eu un huis clos pendant 5 jours. Mm, Ça les a pas aidés au niveau financier, sachant qu'il y avait déjà une jauge à la base. mm, Ils ont dû taper dans leur trésorerie à hauteur de 80 millions de dollars
Donc en fait, ils ont vidé leur Ouais, trésorerie. Ils ont dû faire un prêt de 40 millions. C'est des dollars américains, mais donc voilà. ouais, En ouais, gros, ils ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Sachant qu'en plus, c'est le Grand Chelem, je pense, qui a le plus investi pour mmh, la rénovation. Ils ont quand même 3 cours en couvert. Le site où ils sont, Melbourne Park, quand même, a l'air très, très, très moderne. Enfin, je veux dire, ils ont mis beaucoup d'argent sur la table récemment, ces dernières années. Et pour eux, avoir une édition qui saute ou avec beaucoup moins de revenus, c'est avec les investissements qu'on une fois faits, c'est c'est ingérable. catastrophique, quoi. C'est comme des festivals de musique, Mmh, ils ont un système de roulement, financier d'une édition à l'autre. S'il y a une étape qui saute, c'est ingérable. c'est ça, ouais. Je sais que c'est ton interview, mais j'ai une question à te poser, tant qu'à Vas-y. faire. Heu, donc la tête de série numéro 1 du tableau, a sauté. Mmh. Dans les règlements de la FFT, il faudrait tant que le premier match n'a pas été joué, il faudrait refaire le tableau. Que ta tête de série numéro 1, 2 passe en numéro 1 puisque ça change l'ordre OK. complètement du tableau. Qu'est-ce que tu penses du fait que l'Open d'Australie a mis un lucky loser, à la place? Bah, ça déséquilibre complètement le tableau. Ça quand même ça pour moi, ça pose problème. Il y avait déjà eu ce cas-là, à l'US Open 2017, je crois, si je me souviens bien, où c'était, peut-être Murray, peut-être qui s'était désengagé? Je sais plus. Mmh. Et moi, je trouve que ça déséquilibre complètement le tableau, en fait. C'est que, bah, là, potentiellement, je crois que tu peux avoir, je sais plus si Medvedev et Zverev sont dans la même partie de tableau. Peut-être pas. Heu, Dans la même partie je pour les sais demi. Mais imaginons que si ça avait été le cas, ça aurait quand même, ça aurait été un énorme problème parce qu'on c'est quasiment les 2 favoris du et tournoi bah, sans c'est ça. Djokovic maintenant. C'est que tu Si on se calque sur la saison précédente et notamment encore plus la fin de saison précédente, qui ont ouais, dominé, enfin ils ont dominé quoi. Heu, ta tête de série numéro 2 et 3 qui mmh, sont, bah, tes 2 meilleurs joueurs maintenant, que mmh, tu as sont dans la ouais, même moitié de tableau, c'est une se catastrophe. retrouveront pas en finale, quoi. Bah ouais, pour, et voilà. Et je crois en plus tu as Nadal dans la part dans une en plus si même tu as Nadal en tête de série numéro 6 qui est aussi dans cette partie de tableau, bah là c'est ils sont vraiment pas contents quoi. C'est ça. Alors après, je me suis posé la question, c'est est-ce que un tournoi avec des pros comme ça qui connaissent leur adversaire, qui ont déjà commencé à avoir un programme d'entraînement pour cet adversaire, peuvent, peuvent changer le tableau comme ça, Oui, parce que tu décales tout le monde en fait. Ça veut dire ah que ouais, tu fais un glissement et ça décale 32 joueurs quoi. ah ouais, tu décales toutes tes têtes de série, puis, bah, tant qu'à faire, tu refais un tirage au sort pour le placement des autres. Ouais, oui, tu peux aller, aussi loin, ouais. Après, bah, bref, c'est une histoire, on peut en parler des heures, mais de la gestion, on peut être en désaccord avec Djokovic, mais dans tous les cas, Tennis Australia, ils ont, enfin, c'est quand même très particulier ce qui s'est passé. Le gouvernement Ouais, australien aussi, c'est pas ouais, clair dans l'histoire. c'était autant sportif que politique, que Ouais, sanitaire. c'est ça. Là, Ouais, ça dépasse le domaine du sport encore une c'est fois, et c'est ça. ce Je que sais pas, j'essaie de montrer avec ma chaîne, même si j'ai pas fait de vidéo là-dessus, c'est de montrer bah, que le sport, ça devient politique et qu'en fait, c'est illusoire de penser que ce qui se passe sur le terrain n'a pas d'impact sur la société, quoi. toujours. On peut le voir Bien d'accord. avec un Mohamed Ali, avec Jesse Owens, avec enfin, plein de sportifs. Avec les JO d'hiver de Pékin qui arrivent. Oui, exactement, ouais. Avec l'histoire de Peng Shuai, là, c'était justement, Mmh, pour le coup, j'avais fait la vidéo, mais j'ai tout ouais, de suite retrouvé cette problématique-là que j'évoquais tout à l'heure, où bah, ça avançait tellement vite en termes d'informations que ma vidéo était vite caduque, quoi. Je la sortais sur la partie actualité, elle était déjà caduque quand elle est sortie, quoi. Donc c'est c'était compliqué à moins d'attendre que l'affaire soit complètement finie et en espérant qu'elle soit complètement finie et puis refaire une rétrospective, mmh, faire des vidéos d'actualité, bah, ça demande un format différent, mmh, il suffit de voir le la chaîne de Service Volé qui lui travaille sur l'actualité, mmh. c'est un rythme de vidéo qui est complètement différent. Ouais, ouais, c'est clair. Bon, j'en avais parlé avec lui, qu'on avait fait quelque chose sur Twitch ensemble, sur sa chaîne. Et ouais, bah, moi, je serais incapable de faire ce qu'il fait, des vidéos quotidiennes pendant 15 jours, 20 jours. Enfin, je veux dire, c'est pas le même J'ai rythme, quoi. Toi, tu j'ai l'avais fait essayé, d'ailleurs. ouais, j'ai essayé pendant Roland Garros, c'est peut-être quelque chose que je referais pendant Roland Garros et uniquement, Mm, parce que c'est le tournoi qui est le plus diffusé, dont on parle le plus en France en tout cas, mm. mais c'est quelque chose que je peux pas me permettre de faire en plus d'une autre activité. Ouais, ouais. Clairement, je passe ma journée devant l'écran à regarder les matchs, à trouver le sujet, à l'écrire, à le tourner, à le monter. Heu, Ah, c'est éreintant en vrai, hein. ouais, 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 c'est un sacré défi à faire une fois de temps en temps, mais c'est pas quelque chose que je peux tenir.
Je me souviens, on avait échangé et je pense que ça t'a pas mal aidé même pour faire tes vidéos à un format plus régulier, quoi. Ça t'a montré que tu Mmh, étais capable d'aller plus vite et que tu es capable de sortir une vidéo, une fois par semaine, enfin non, une fois mmh, tous les jours, je veux dire. Et ouais, quand là, tu as un c'était une fois par jour. format, moins fréquent, Mmh, je pense que tu vas plus vite maintenant, tout simplement. ouais, mais alors je vais un peu plus vite, notamment j'arrête de faire, plusieurs prises, Mmh, si la prise est correcte. Heu, mais heu, mais quand j'essaie de faire des sujets, théoriques, j'essaie souvent d'illustrer. Heu, alors je peux pas forcément mettre des morceaux de match, officiels, ça risque de me faire striker, mais heu, mais du coup, j'ai besoin via des petits schémas, via des petits dessins et ça, j'ai pas encore trouvé de moyen facile de les animer. Pour l'instant, je suis sur mon logiciel de montage à dire que, la balle, elle part de tel, pixel, elle va à tel pixel ici, en mmh. tant de temps. Je pense qu'il existe un moyen plus simple, mais je le connais pas. OK, ouais, c'est sûr que, bah, c'est embêtant avec les droits d'image. Après, peut-être utiliser les matchs, les anciens matchs. Je sais pas si c'est possible avec le format que tu veux faire. Ça dépend ce que j'ai besoin d'illustrer, mais Mmh. pourquoi pas. C'est-à-dire je pense avec les ayants droit pour les matchs des années 90, c'est peut-être un peu plus simple, je sais pas. Après le problème qui peut se poser, c'est des fois la qualité d'image qui n'est pas bonne et qui donc Ouais, c'est voilà. surtout ça, donc pour le moment, même si c'est, même et puis pareil, il faut arriver à trouver le bon point dans un match Mmh. qui illustrerait ça et c'est à moins d'avoir une idée déjà très précise de où la trouver, je peux pas me permettre de regarder 3 matchs en espérant, même pas en étant sûr, en espérant qu'il y ait un point qui illustre ce que je suis en train de dire. Effectivement. Après si c'est du service volé par exemple, tu sais que tu peux regarder les années 80-90, ça C'est devrait ça, pas poser de problème. c'est ça. Mais sur ce sujet précis, pourquoi pas? Sur des sujets de tactique, Ouais, ouais. je peux pas j'aurais mieux fait de l'illustrer avec mes petites maquettes, dès le départ. Effectivement, ouais, effectivement, ouais. Ouais, je pense qu'on peut s'arrêter là. En tout cas, c'était un vrai plaisir de t'avoir sur la chaîne et pour ce podcast. Et puis, bah, je te dis potentiellement à très vite. Ouais, plaisir partagé. Merci de m'avoir invité. Puis on se revoit très vite. J'attends tes vidéos sur l'économie du tennis qui m'intéresse énormément. Ok, bah moi aussi, pareillement, j'attends aussi les tiennes et tes aventures sur le circuit français amateur. Allez, Parfait. À allez, très salut. bientôt. Ouais. Si vous écoutez ces paroles, c'est que vous venez de terminer l'épisode avec Romain. J'espère que notre échange vous aura plu. Si vous souhaitez, encore une fois, approfondir les deux piliers que sont la tactique et le mental, moi je vous invite à aller sur la chaîne de Romain qui s'appelle donc Tennis Tempête. J'ai mis les liens en description. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.